Bonsoir. Immense plaisir d'accueillir aujourd'hui une personnalité éminente, symbole de l'engagement culturel et artistique du Tchad. Il vient témoigner des liens fraternels entre son pays et le Burkina Faso, mais aussi et surtout témoigner de la richesse culturelle que le Tchad partage avec l'Afrique et le reste du monde. Le Tchad, pays invité d'honneur, s'invite sur la scène du FESPACO pour célébrer la créativité africaine sous toutes ses formes. Avec nous, le secrétaire général du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat du Tchad, Abdoulaye Suleiman Ousmane Babale. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon cher Robin. Merci de nous rejoindre dans le fauteuil blanc ce soir. Merci à vous. Je rappelle au passage que vous êtes également cinéaste et administrateur culturel, c'est bien ça? Absolument, c'est bien ça. Vous êtes bien dans votre élément. Donc. Alors, que représente pour vous et pour le Tchad cet honneur d'être mis en lumière lors de cette édition du festival? D'abord, c'est un signe de reconnaissance, de fraternité entre le peuple burkinabé et le peuple tchadien. Mais à partir d'aujourd'hui, moi, je cesserai de dire peuple tchadien et peuple burkinabé parce que nous sommes un seul peuple. Parce que, comme vous le savez, et l'histoire l'a démontré, une partie de burkinabé vient du Tchad. Donc, du coup, et cet honneur-là, cette reconnaissance qui nous a été faite par les plus hautes autorités du Burkina Faso, nous, à notre niveau, ça nous galvanise. Et c'est une histoire, une partie de notre histoire et une partie de nos engagements à nous qui ont été reconnus et aujourd'hui célébrés pendant toute une semaine ici dans la capitale Ouagadougou. Et donc, au-delà de nos talents artistiques, c'est-à-dire cinématographiques, et il y a la diversité culturelle du Tchad qui s'est invitée ici aussi à Ouagadougou, qui a pris en haleine toute la ville en chantonnant, en dansant et en célébrant cette unité-là, cette résilience de nos deux peuples parce qu'on vient de très loin. C'est vrai qu'on trouve du Tchad un peu partout dans la ville de Ouagadougou pour cette édition justement. Absolument, absolument, absolument. Les drapeaux, les personnes accueillant, et parce que moi, dans notre délégation, qui est composée de plus de 200 personnes, donc du coup, personne ne se plaint en fait de tort d'un Burkinabé. Donc il y a cette similitude-là, les gens sont accueillants et cette effervescence-là, on en a besoin pour construire ou bien pour résilier l'Afrique et pour porter haut notre continent. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire aussi avec les autres États. Il faut que les gens arrivent à comprendre que voilà, la force de la culture, c'est aussi la célébration de ses fils. Oui. Et là, vous êtes presque chez vous, au Burkina. On sait que le Tchad, c'est déjà, rien qu'à travers les étudiants, vous êtes, beaucoup d'étudiants tchadiens viennent à Ouagadougou pour les études. Absolument, absolument. Il y a beaucoup d'étudiants tchadiens qui sont... Il y a des gens qui sont déjà en N'Djamena, il y a des gens qui ont étudié ici, qui sont restés ici, qui sont intégrés ici. Et au-delà de ça, je reviens sur le cinéma. Vous savez, depuis les années 90, tous les films tournés au Tchad, vous n'allez jamais trouver l'absence d'un Burkinabé, d'un technicien. Les techniciens burkinabés. Les techniciens burkinabés. Oui. Les techniciens burkinabés figurent sur tous les plateaux cinéma qui se fait au Tchad, qu'ils soient des chefs de poste ou bien des assistants. Et même des comédiens. Oui. Et nous aussi, pareil, des comédiens tchadiens et des réals aussi qui sont venus travailler ici. Et il y en a beaucoup qui sont formés à l'ISIS. Donc voilà, voilà ces brassages-là, personne ne se sentira à l'étranger. Et comme vous l'avez dit, vous êtes justement à la tête d'une délégation imposante quand même. Bon, la délégation est conduite par le maréchal, a été conduite par le maréchal président de la République, chef de l'État, qui était là à l'ouverture, qui a galvanisé l'entrée au stade du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, a été pour nous, mais c'est-à-dire c'est une scène en fait cinématographique. Quand vous avez vu l'entrée de ces deux chefs d'État,
À nous, ça nous a galvanisés. On était dans un état d'effervescence. Et même quand ils sont allés tirer les claps de lancement, là, mais c'est tellement beau, deux jeunes présidents. Et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous irons très loin. Et justement, le délégué général du FESPACO me confiait qu'il a été séduit par l'enthousiasme et l'intérêt de votre président justement pour le FESPACO et pour le cinéma. Et justement, son déplacement, on l'a vu, c'est un cachet particulier. C'est la Absolument. preuve que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'art et à la culture. Absolument, absolument. Il a fait de ça une priorité. C'est sur cette base qu'il a été élu, en fait, pour le quinquennat. Donc, il a un projet de société et découpé en 12 chantiers. Donc, le chantier numéro 12 c'est le chantier consacré pour l'art et la culture et aussi le tourisme. Donc, il prévoit, et c'est à nous, des techniciens, de mettre en œuvre sous la houlette de notre ministre. Et les 10 chantiers, les 10 actions, donc notamment la création, la mise en place d'un fonds destiné au développement culturel doté de plus de 100 milliards pour le quinquennat, la construction des édifices culturels et artistiques, notamment des salles de cinéma, la construction et la création d'un musée et d'une cité panafricaine. Et tout cela, en fait, est estimé à des centaines et centaines de milliards. Et il nous a instruits à le mettre en œuvre et il suit son gouvernement, c'est-à-dire que le ministre, donc ils ont une évaluation, donc, et nous sommes fiers de cette révolution culturelle-là. Quand un président dit je mettrai 100 milliards de francs CFA pour mon quinquennat, c'est-à-dire même si c'est 20 milliards par an, c'est déjà quelque chose c'est pour beaucoup, booster ce c'est secteur, boosté, oui, parce que le Tchad, c'est quand même un potentiel culturel et artistique, il faut le dire. Et vous êtes justement au FESPACO cette année avec notamment deux films en compétition, Dié de Achille Ronaimou, qui est un long métrage fiction en compétition, et puis il y a aussi Madjabari, Arc-en-ciel de Khalil Salman, qui est un film d'animation court métrage. Oui, en fait, surtout Dia qui est en lice pour le Talon d'Or de Yenenga, qui est un film très poignant, en fait, qui relate une histoire le prix du sang. C'est-à-dire, c'est une histoire d'un gamin, enfin d'un chauffeur d'une ONG qui, pendant sa conduite à l'heure de boulot, sa patronne l'appelle, il était obligé de décrocher. En décrochant, donc, il a renversé un gamin. Et ces gamins, donc, ses parents ont monté une histoire en fait en croyant, en le faisant croire que l'enfant est décédé. Et l'enfant est décédé, donc il n'y a pas de justice, il va falloir payer la dia. Dia, c'est le prix du sang. Donc il va falloir, cette histoire, vous allez le trouver, qu'il soit en Afghanistan, qu'il soit aux Palestine, en Israël. C'est à la fois une question de religion, absolument, de corruption. Enfin, des cultures, quoi, des cultures. Et il était obligé, en fait, de réunir parce qu'on a en quelque sorte négocié le prix du sang de ces bonhommes qui, en réalité, plus tard, n'étaient pas décédés. Donc, l'enfant, on l'a fait ramener au village chez lui. Pendant son périple, il a croisé l'enfant et donc l'histoire est conclue comme ça. Et le film Warassa qui est en perspective, dans la section perspective, qui raconte l'histoire de l'héritage parce que il existe partout, que ce soit au Tchad, que ce soit ailleurs, des gens qui ne croient pas au testament. Donc leur culture ne leur permet pas de croire au testament. Donc c'est après le décès du père, donc c'est l'oncle qui va hériter et la maison, l'argent, et les enfants deviennent systématiquement ses enfants. Et donc malheureusement, la petite fille, l'orpheline, donc c'est une fille trop engagée. Donc, elle s'est offusquée jusqu'à obtenir gain de cause contre son oncle qui voulait aussi lui donner un mariage à son ami et donc pour qu'il aussi profite de l'autre côté parce que son ami, il est milliardaire et tout. C'est un choc de valeur. Voilà, justement. Et l'autre court-métrage qui est un film d'animation de Salma Khalil, c'est un film qui retrace l'histoire en fait de l'identité en lien avec les thématiques même de FESPACO, c'est l'identité, la dépigmentation, le refus de soi, en fait,
cette authenticité qui nous avons perdu chez beaucoup des hommes et beaucoup des femmes aussi, le fait de se dépigmenter et tout ça, des gens qui rentrent. Donc elle a si joué en fait dans sa mise en scène sans parole et tout ça avec d'animation, avec des jeux qui ont été très bien appréciés. Donc, voilà. Très bien apprécié par les critiques, justement. Exactement. Alors, le cinéma tchadien, quand même, qui a révélé des figures majeures comme Mohamed Saleh Haroun, comment décrivez-vous l'évolution du cinéma tchadien ces dernières décennies? Oh, bon, l'évolution, en quelque sorte, le cinéma tchadien, enfin, il existe, il a toujours existé depuis Édouard Saïd, le père du cinéma, qui a fait un film qu'on appelait Les Actualités, donc qui a été à la Mostra de Venise. Et après, Haroun, Zara Yahoub, Issa Serselo et pas mal d'éminentes personnalités du cinéma tchadien. Mais par moment, il y avait un temps où au Tchad, on a eu une crise. C'est-à-dire après la flambée du pétrole, la création des salles de cinéma et autres. Donc on a eu une crise économique donc, qui ne nous a pas en fait permis d'aider les différentes productions. Donc il y avait eu un ralenti possible. Donc c'est là qui arrive à tourner, c'est avec les guichets étrangers. Et donc vous le savez, les guichets étrangers, donc il y a toujours ces limites. Donc vous êtes limité hein, par des obligations de vos bailleurs. Mais là maintenant, je crois que depuis quelques années, la machine est lancée. Il y a l'ambition, il y a une réelle volonté. Et pour la première fois, là, tout est parti des projets Tchad invité d'honneur. Donc pour la première fois, on a pu lancer un appel à projet. Et cet appel à projet d'aide à la production et post-production, donc qui ont permis d'accompagner 10 projets. D'où quelques-uns là. Les deux films, Dia et Warassa, ont profité et ils ont obtenu l'aide à la post-production. Et d'autres qui sont en cours de production et d'autres en post-production. Donc, pour moi, c'est que la machine est lancée. Et c'est à partir de 2025 à 2030 oui, voilà, on en parlera et vous verrez que le cinéma tchadien reprendra en fait ses ailes comme il l'a toujours été. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure justement. Quels sont les principaux défis aujourd'hui pour le cinéma tchadien? Vous avez parlé de formation, mais aussi de financement. D'abord pour nous c'est la formation, mais ça va de pair, hein, c'est toute une chaîne. La formation, malheureusement, donc il y avait un projet de construction d'une école de cinéma de renommée, une école régionale, sous-régionale. Mais ce projet vient d'être réactualisé et on aura une école, on formera nos techniciens, on formera des techniciens qui viennent de l'Afrique centrale ou bien de l'Afrique un peu partout, de la sous-région, et aussi le fonds. Le fonds, il est déjà, enfin c'est en cours de création parce qu'il y a déjà un fonds de développement culturel qui est prévu dans le projet de société de notre président, mais à l'intérieur, il va y avoir le volet spécifiquement cinéma et l'école viendra aussi compléter. Donc il y aura la formation, les fonds pour aider ceux-là qui sont formés à tourner et aussi la construction des infrastructures culturelles, notamment des salles de cinéma. Donc, à partir du moment où ces trois filières-là, donc cette chaîne qui constitue une chaîne, donc sont déjà lancées, à ce moment, on va parler de l'industrie culturelle et on commencera à travailler sur les statistiques de l'économie cinématographique au Tchad. C'est vrai que le défi de financement reste le défi majeur pour le cinéma africain. Vous avez parlé de ces guichets étrangers de plus en plus qui se ferment. Et dans un contexte où on parle justement de souveraineté politique, nos États, la souveraineté politique, ça commence par la souveraineté culturelle. Absolument, absolument. Et parce qu'en fait, tout État souverain doit savoir raconter son histoire, nos propres histoires à nous. Si aujourd'hui les Américains, ils ont inventé Hollywood et on nous fait croire que les Américains sont forts dans tous les films américains, donc il y a une commission qui est chargée en fait d'identifier, de faire valider tous les scénarios que les Américains sont forts. Quand ils vont attaquer tel, ils sont forts. On sait déjà, dès le début, on sait que
Voilà, au final, c'est eux qui vont gagner. Et donc, nous aussi, nos États, ils ont compris maintenant, en finançant nos propres films, avoir notre propre histoire avec un regard typiquement africain. Et pour le cas du Tchad, on vient de commencer parce qu'il y a aussi la réécriture de l'histoire du Tchad. Donc, il y a une commission qui est déjà, enfin, la première commission a été déjà identifiée, qui va écrire l'histoire du Tchad. Parce que pendant longtemps, on nous a attribué des clichés. Et pour le Tchad, C'est une histoire tronquée. voilà, justement. Donc parfois, on dit les Tchadiens, ce sont des gens violents, ce sont des gens qui ne connaissent que la guerre, ce sont des gens qui donnent naissance aussi à des gens violents. Mais pour ceux-là qui ont visité le Tchad, ils ont vu et ils ont découvert. Il y en a qui sont partis au Tchad et qui ne l'ont jamais quitté. Aujourd'hui, nous sommes venus à Ouagadougou, les gens ont rencontré les Tchadiens, cette effervescence et cette culture, ces clichés qui nous a été attribués, c'est sauf la culture. Et la culture, le cinéma saura comment en fait le mettre en valeur des gens beaux, des gens aussi honnêtes, des gens sincères. Il n'y a que le cinéma qui peut en fait, parce que quand on filme notre propre histoire, on le filme avec amour. En filmant avec amour, on ne peut pas filmer avec la haine. Si on le filme avec amour, c'est parce que c'est notre propre histoire. Et c'est cette histoire-là que nos États doivent le faire. Et heureusement pour le cas du Burkina Faso et le cas du Tchad, nos plus hautes autorités, ils ont compris et ils en ont fait de ça une priorité. Et célébrer le cinéma, célébrer l'identité culturelle africaine, l'exemple nous a été démontré le samedi 22 février en présence de nos deux chefs d'État qui ont voulu célébrer le cinéma avec les cinéastes, avec les cinéphiles et avec les festivaliers en général. Tout à fait. Le cinéma pour réécrire et pour porter nos histoires à l'écran, parce que le cinéma, ça conditionne les esprits, c'est important, surtout pour les jeunes. Et donc, d'où l'intérêt, justement, pour nos États de s'en approprier et d'affirmer la souveraineté, justement, à ce niveau, à travers, justement, la mise en place de fonds de soutien au cinéma. C'est une dynamique qui est engagée dans pas mal de pays depuis un certain temps. Le Sénégal est un bel exemple en la matière à travers le FOPICA. Comment vous voyez votre approche, justement, de fonds de soutien au cinéma? C'est vrai qu'à ce niveau aussi, ce qu'on constate malheureusement, c'est que tout le monde, tous les cinéastes veulent puiser dans ce fonds, veulent avoir leur part du gâteau et à la fin, on se retrouve parfois à vouloir contenter tout le monde et parfois avec des projets qui véritablement ne sont pas pertinents. C'est tout le défi aujourd'hui. Comment faire en sorte que ces fonds-là puissent véritablement permettre au cinéma, aux cinéastes de s'exprimer, mais justement permettre aux talents de s'exprimer? Absolument, c'est de s'inspirer. Hein. Moi, je crois l'exemple du Sénégal, l'exemple du Maroc aussi, qui arrive à financer dizaines de longs métrages par an. Le Sénégal, ils en ont, je crois, 2 ou 3 milliards. Et il faut qu'on s'inspire. Et on s'est un peu inspiré, et je crois qu'il va y avoir une commission, un atelier de haut niveau pour pouvoir en fait définir ce qu'on veut faire avec ce fonds-là. Et c'est ce qui va se passer. Et justement, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut nécessairement mettre en place ce fonds-là, mais aussi financer de beaux projets. On a 5 millions, on a 1 milliard. Moi, je préfère, à mon avis, donc financer 3 longs métrages par an, 3 courts métrages par an. Donc, ça fera 6 productions. Un pays qui arrive à faire 6 productions par an, c'est déjà lancé. Donc, au lieu que, voilà, prenez 1 milliard, prenez 100 millions, partagez à 20 personnes ou 30 personnes pour leur faire plaisir, et après, les résultats sera lamentable parce que le cinéma, il est gourmand. Oui. On ne peut pas tourner un court-métrage avec 30 millions de francs CFA. Impossible. Donc, on le saura, on le sentira, en fait, après, ces films-là manquent, en fait, de qualité. Ces films-là manquent de qualité, je suis d'accord avec vous. Si il va falloir mettre en place un bon mécanisme pour pouvoir en fait faire des bons films. L'approche Nollywood pour vous, c'est une bonne approche aussi? Oui, mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent parce que et Haroun, il l'a rappelé aussi hier, enfin, lors de sa masterclass. Donc, il y a la démographie.
Le Nollywood, il y a la démographie C'est un gros nigériane. marché de consommation. Donc oui, il y a 200 millions, 235 millions d'habitants. Et c'est là, même si c'est 1 million 200 ou 200 000 personnes arrivent à consommer l'œuvre, un film, à aller en salle ou quelque chose. Donc voilà, et même Netflix aujourd'hui s'intéresse à des pays, Nigeria, la Côte d'Ivoire, qui est aussi en fait cette flambée démographique-là, mais on peut pas faire des Nollywood, nous, à notre niveau, parce il y a l'aspect démographique. Il faut s'adapter à notre réalité et créer une industrie, c'est-à-dire un modèle économique. Mais il ne faut pas s'hasarder à aller. Il faut s'inspirer, mais les réadapter en fait à notre réalité. Mais Pour vous, il faut que l'État continue d'assumer le leadership en termes d'accompagnement, de structuration. oui, la structuration, il faut que l'État continue, il faut que les gens nous donnent aussi cette confiance-là et aussi travailler avec eux parce qu'il y a toujours en fait des gens qui sont organisés en des plateformes, en des organisations qui plaident en fait, qui peuvent être toujours utiles, qui ont été toujours utiles. Donc du coup, avec ces gens-là, et on est d'accord. Sans une structuration, on ne peut rien faire. On va se la jouer, on va dire alors on a fait ça, mais les résultats sera toujours lamentable. On ira vers quel objectif? Donc il va falloir s'assumer, l'État doit s'assumer et les hommes de culture et notamment des cinéastes doivent aussi accompagner de par leur expérience. Mais Nollywood, pour moi, c'est pas faisable pour Ce n'est pas une expérience qui s'applique à tous les pays, vous voulez dire. Voilà, justement, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors, l'accompagnement justement des pouvoirs publics chez vous, est-ce qu'aujourd'hui, il est à la hauteur? Oui, mais toujours, même dans des pays, en fait, soi-disant très développés, donc on a toujours tendance à critiquer. Moi, je dirais que ça sera, d'ici là, à la hauteur. Il a aussi été à la hauteur, mais l'attente, au fur et à mesure, aujourd'hui, si l'accompagnement était à hauteur de 10 millions, les attentes vont encore se remonter à 40, 50 millions. L'État va augmenter. Ainsi de suite, c'est comme ça. On n'arrivera jamais à satisfaire en fait, tout le monde. Et ça, c'est l'exemple qu'on crée un peu même dans des pays, des gros pays qui ont longtemps financé leurs artistes. Ils ont toujours ces soucis-là. Comment le cinéma tchadien s'intègre aujourd'hui dans le paysage cinématographique africain? Est-ce qu'il y a des collaborations, par exemple, notables avec d'autres pays africains? Comme je le disais longtemps, il y a toujours eu des techniciens burkinabés qui sont sollicités au Tchad et par le passé par les Gabon et aussi des Sénégalais. Mais maintenant, cette approche-là, il va falloir le formaliser dans un cadre juridique. Et c'est cette lancée-là que notre ministre donc, travaille avec ses différents homologues. Ils en ont discuté et je pense qu'on a élaboré pas mal de projets de coproduction, qui soient avec le Sénégal, qui soient avec le Burkina, qui seront très bientôt signés, ratifiés, c'est-à-dire par le gouvernement, par les différents membres du gouvernement. Et entre nos deux États, Tchad, Burkina, est-ce qu'on peut parler de liens culturels? Absolument, ces liens culturels, l'audience ici à Koulouba, donc qui a été, entre le maréchal président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, et le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Donc le communiqué final de l'audience a été sanctionné par la mise en place de la commission mixte le plus rapidement possible, qui va se tenir, je crois, en N'Djamena. Et donc c'est lors de cette commission-là que des accords seront revus et aussi signés, d'autres accords. Donc la dynamique est bien lancée, il faut le dire, est bien lancée. À partir de ce FESPACO. Et en tant que secrétaire général donc, du département de la culture au Tchad, quels sont les défis identifiés pour la production et la distribution des films tchadiens? Comme je disais, en fait, on manque de techniciens. On manque de techniciens et on a identifié cela. On manque de techniciens et les ressources aussi ne sont pas mobilisées à la hauteur. Et donc c'est ces défis-là qu'on s'est lancé. Et comme je vous les ai dit tout à l'heure, donc de 2025 à 2030, il faut se fixer, surtout ces quinquennats-là,
Et vous allez entendre, vous aurez des échos. Ça sera le quinquennat du cinéma et de la culture Du tchadienne. cinéma et de la culture tchadienne. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça promet donc. Alors, pensez-vous que les plateformes de streaming aujourd'hui, c'est aussi le débat, est-ce que ça représente une opportunité pour vous, une menace pour le cinéma africain? Une menace, oui, une menace aussi pour d'autres pays, pas seulement pour les cinémas d'Afrique, mais après tout, c'est l'évolution. Là, c'est l'évolution, on doit l'accepter. On doit l'accepter et s'arrimer à cela. Mais si on veut garder toujours en fait l'authenticité en fait de nos œuvres, il est sans doute que ces plateformes-là ne vont pas vouloir prendre tous les films d'auteur, mais ils veulent des films populaires. Et donc, en cela, donc, il y a l'aspect artistique, il y a et aussi l'aspect commercial. Donc, à ce moment-là, euh, c'est une menace, vraiment, c'est une menace, mais est-ce qu'ils sont prêts? Il y en a qui courent, il y en a qui disent, ben non, nous on garde la même école, parce que vous voyez, quand le numérique est arrivé dans les cinémas aussi, c'était compliqué aux gens, parce qu'ils ont dit, mais non, c'est cette facilité-là, tout le monde prend une caméra, et aujourd'hui, de la caméra, on est revenu au téléphone. Donc les gens qui ont filmé avec des 35, donc qui ont refusé la caméra numérique, et après ceux-là qui ont accepté les caméras numériques, ils ont refusé le téléphone. Mais c'est de quelle qualité après? Il faut faire avec aussi l'évolution technologique. Il faut faire avec. Parce que là encore, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Ouais. Au cinéma, vous pensez que c'est une opportunité? Je perds, moi. Ah Moi, je perds. Ah bon? Je perds parce que beaucoup vont perdre le boulot. Et l'artistique, en fait, qui ne sort pas d'un cerveau humain qui, à un moment donné, qui se tape 24 heures, 48 heures à faire ressortir quelque chose en quelques secondes. Donc, cette mérite-là, est-ce que ça sera célébré? Si c'est l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut célébrer une mérite? Je ne crois pas. Il va falloir que, récemment, dans un pays européen, donc il y a eu un sommet sur l'intelligence artificielle, et d'autres pays ont créé aussi des ministères en charge de l'intelligence artificielle. Mais pour notre cas, je ne sais pas. C'est vrai que Comment on va arriver? certains pays, certaines puissances aujourd'hui mettent beaucoup d'argent justement dans le développement de l'intelligence artificielle en tant qu'opportunité. Oui, et c'est aussi pour contrôler les États qui sont pauvres aussi. Aujourd'hui, ChatGPT ou je ne sais pas, n'importe quel site ou plateforme, donc du coup qui te décrit, vous mettez votre nom là, vous décrit. Ouais. C'est-à-dire c'est aussi, ça fait partie de l'espionnage en fait. Donc, et je pense que nos États doivent faire attention aussi à cette évolution brusque du numérique et aussi de l'informatique. Donc je pense que... Un couteau à double tranchant. Voilà, justement. Alors, vous parliez tout à l'heure de la formation de la jeunesse. Y a-t-il des programmes au Tchad pour soutenir justement les jeunes cinéastes et techniciens du cinéma? On en a discuté là aujourd'hui et surtout avec les Burkina Faso, avec nos collègues ici. Donc c'est d'envoyer une vague encore parce que là il y a une école qui est réputée, qui est l'ISIS, et on a parlé aussi avec les Marocains. Donc c'est d'envoyer une vague selon une demande bien précise. On va identifier les différents postes en fait techniques qui nous manquent en fait, au Tchad, c'est de les envoyer ici parce que même si beaucoup de Tchadiens sont formés ici, la nouvelle génération a besoin de formation. Ceux-là qui ont l'amour de faire du cinéma, ils sont nombreux. Et donc on est en train de vouloir mettre en place, je pense courant 2025, ces mécanismes-là, que l'État s'en chargera en fait de faire venir former des jeunes ici au Burkina à l'école et aussi au Maroc. Et tout ça rentre dans le cadre de nos accords de coopération. Et cette formation doit être habillée surtout de passion, d'amour. Absolument, c'est ça que quand je disais, en fait, on va identifier ces jeunes-là, et donc ça sera pour nous de beaux jours, des techniciens formés, des comédiens formés, des réalisateurs et des fonds à leur disposition. Après, des salles pour projeter leurs films. Voilà. Et le FESPACO, pour vous, peut constituer justement ce véritable tremplin pour les talents émergents? Oui, c'est déjà un tremplin pour nous parce que
C'est grâce à ces projets, le Tchad au FESPACO, qu'on a pu financer. On a pu lancer un appel à projet, le gouvernement à la tête, le président de la République, donc a pu débloquer un fonds pour aider 10 projets. Donc pour nous, ces projets, cet appel à projet est né de Tchad, pays invité d'honneur au FESPACO. Et c'est déjà un tremplin. Oui. Un projet pour des salles de ciné, mais au-delà, est-ce qu'il y a un projet aussi des espaces de promotion justement du cinéma tchadien au niveau national? Absolument, absolument. Ça fait partie de ces infrastructures culturelles qui sont prévues. Je pense au Tchad, on a 23 provinces, c'est-à-dire des régions. Et chaque province bénéficiera d'une ou des infrastructures culturelles modernes. Donc, c'est les infrastructures, une infrastructure culturelle moderne peut composer des bibliothèques, des salles de cinéma, salles d'exposition, salles de concert, enfin, multimédia et tout ce qui va avec. Et je pense que ça fera un bel avenir. Ça aura vraiment un impact positif pour le réel développement. Selon vous, comment le cinéma africain peut davantage s'imposer justement sur la scène internationale? Remontant au père du cinéma africain, Sembène Ousmane, Djibril Diop Mambeti et le défunt Solo Cissé, paix à son âme. C'est ces gens-là qui nous ont marqués, ils nous ont bernés, nous, et jeunes cinéastes et aussi d'autres, nos aînés. Donc ils ont été bernés et je pense que le monde, il n'est pas isolé le cinéma africain, parce que je refuse aussi cette appellation-là, le cinéma d'Afrique peut-être, mais fait par les Africains. Ce sont des films qui ont marqué l'histoire du monde aujourd'hui, des masterclass qui ont été faites pendant des années, des Cyrannais, des films, même Tilai, je veux dire, c'est quelque chose, c'est des films qui ont marqué le monde entier, que ce soit dans des grands festivals, Toronto, que ce soit à Cannes, que ce soit à Venise ou Berlin. Donc, et pour nous, même la nouvelle génération a marqué sa marque en fait un peu partout dans les concerts des nations mondiales. Et le cinéma africain n'est pas, le cinéma d'Afrique n'est pas isolé. Ouais. Donc vous préférez parler de cinéma d'Afrique au pluriel? Voilà, Parce qu'il justement. existe plusieurs cinémas. Oui, oui, bien sûr, il existe plusieurs cinémas. Comme, voilà, vous l'avez trouvé, c'est la bonne phrase. Et justement, en fait, chacun avec son point de vue, ils ont traité et avec leur engagement, parce que les Semben sont engagés, ils étaient des fervents défenseurs, en fait, et d'autres sont venus, en fait, parler, par exemple, des fétiches, d'autres là ont parlé, en fait, de la liberté féminine, et ils ont longtemps, nos aînés, les pères des cinémas d'Afrique, ils ont mis les femmes à l'honneur, ils ont salué, ils ont célébré l'engagement des femmes et aujourd'hui, ces mêmes thématiques reviennent avec la nouvelle vague. Et donc je pense que voilà, le cinéma d'Afrique au pluriel, comme vous l'avez dit. On parle de cinéma d'auteur et avec la nouvelle vague, justement, on parle de plus en plus de cinéma populaire parce qu'on estime qu'il faut de plus en plus justement parler industrie, d'entrer dans les salles, donc de ce cinéma-là qui permet d'amener du monde dans nos salles ici, parce qu'on pense que pendant longtemps aussi on a fait du cinéma pour le reste du monde, pour des festivals à l'international, mais que faire, comment remplir nos salles de cinéma si aussi on n'a pas une autre approche justement du cinéma, de sorte à raconter nos histoires, nos vécus quotidiens, le présent, de sorte aussi à permettre aux Africains d'aller dans les salles de cinéma pour suivre nos propres histoires. Oui, oui, absolument. Mais ce qu'il y a là, en fait, d'autres choses. Il y a une nouvelle tendance à ce moment qui existe, c'est les séries. C'est Oui. ces séries-là que les gens les qualifient aussi. Ça fait partie du cinéma, c'est l'audiovisuel. On est d'accord, c'est l'audiovisuel. Mais aujourd'hui, des séries qui sont faites et au rabais, enfin, à des trucs, enfin, filmés comme ça, et c'est ça qui importe à un moment donné, qui est en train de ternir l'authenticité du cinéma. Et quand aujourd'hui on filme, je ne suis pas contre les séries, je suis pour les séries,
je suis d'accord. Et peut-être je ferai des séries dans les années à venir. Mais ce qui est aujourd'hui, c'est un modèle aussi économique qu'il ne faut pas les refuser. Mais il ne faut pas aussi perdre l'authenticité du cinéma d'auteur, qui est vraiment un réel, qui est notre identité aujourd'hui, les films d'auteur. Mais les Qui cinémas, nécessite aussi beaucoup de ressources, peut-être. absolument. Mais il faut faire attention, faire pour faire aussi. Parce qu'on veut le faire, parce qu'on crée des stars maintenant. Avec les séries, on crée des stars. On veut célébrer, on veut mettre des stars. Et derrière ça, c'est des histoires qui tiennent pas la route, mais c'est ça parce que tel il a joué dans telle série, donc les autres aussi. Moi, j'aimerais bien que cette inspiration-là peut pousser à une réflexion des financements des films d'auteurs. Il faut faire des séries, oui, il y a nos réalités, mais toujours est-il que donc c'est l'exemple de Nollywood qui est différent en fait de certains États, des réalités de certains pays, mais qu'on veut les traduire chez nous. Faites attention. Celui-là qui part, il dit je vais faire des séries, boum, il se bloque, il n'arrive pas à faire de montage, machin, parce qu'il a fait venir des gens. Je veux telle personne qui va jouer, telle star là, tel mannequin va jouer dans mon film, machin. Je vais tourner mon film là dans un hôtel 5 étoiles. Je veux que dans mon film, dans ma série là, elle va monter BMW, va monter une V8. Mais la réalité, donc l'authenticité du cinéma est délaissée pour la fabrication des stars en fait. Et les cinémas fabriquent des stars aussi. C'est peut-être cela aussi, la logique économique. Si on veut continuer à faire vivre nos salles, il faut peut-être aussi faire avec cela. Mais le faire bien, le faire bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous verrez dans des épisodes, les gens tirent sur la longueur. Vous filmez la ville par-ci, par-là et tout ça. Boum. Et derrière ça, ça tient pas la route, quoi. Mais je vois qu'il y a une évolution en ce moment. Pour ne pas citer certains pays, enfin de l'Afrique francophone et aussi un peu vers l'Afrique australe. Donc du coup, il y a de bonnes séries qui se font, mais aussi avec des moyens conséquents. Mais ceux-là qui n'ont pas de moyens, je suis d'accord, ils peuvent le faire, mais il ne faut pas que cela en fait soit considéré comme notre réel cinématographique. Et c'est en cela aussi, il y a certains États, il y a certains guichets qui favorisent cela. Ils les favorisent dans ce sens où on doit vous aider à tourner, à montrer au reste du monde votre médiocrité. Vous amenez des bons films. Il y a des gens qui font vraiment la promotion de la médiocrité. On veut cela. Donc vous venez, ils sont implantés dans nos pays et tout ça, mais vous irez vers eux. Ils savent que cela, non, c'est pas, ils veulent pas. Mais les autres qui font, voilà, voilà, on vous laisse avec votre saleté, on vous laisse, c'est ça, on a financé, on a fabriqué ça, ils vont dire oui, on a financé tel, on a financé tel, on a financé tel. Mais en retour, c'est-à-dire ils fabriquent des gens qui sont montrés ailleurs et c'est les gens d'ailleurs qui vont dire voilà leur culture. Voilà, ah non, ils sont nuls, ils sont nuls. Parce que, oui, le débat aussi avec la nouvelle génération, c'est qu'elle a l'impression que on veut aussi contenter les réalisateurs à faire des films pour les beaux yeux des critiques de cinéma. Alors que pour eux, la dynamique doit être la rentabilité de nos films. C'est un défi aujourd'hui, la rentabilité du film africain. C'est deux choses différentes. Parce que faire apprécier par les critiques, les gens ne lisent pas. Par exemple, dans beaucoup de pays, les gens ne lisent pas. On n'a pas de critiques. On les compte au coup de doigt, en fait, des gens qui... Mais cette tendance aussi aujourd'hui en Afrique, et pour le cas aussi de certains pays, que ce soit de l'Afrique centrale ou bien du Sahel, quand une personne se permet de faire des critiques, ah non, cette personne ne nous aime pas, Oui. cette personne est contre nous, cette personne ne nous aime pas. Vrai que les critiques d'art, les critiques de cinéma sont incompris. Hein. Ouais, ils sont incompris, ils font des véritables travails, c'est-à-dire ils t'aident à voir bien, parce qu'on ne peut pas faire un film pour nous seuls, en fait, pour soi. On fait un film pour aussi les autres. On a une histoire à raconter, on la raconte pour les autres, pas pour soi seulement. Sinon, il faut se contenter de raconter son histoire à sa famille, à la maison. Mais quand un film est fait, il faut accepter qu'il soit critiqué. Et des critiques constructives, bien évidemment. Mais aussi, l'autre chose, faire tourner l'économie, je suis d'accord.
mais il va falloir contrôler. Parce que si on veut cette souveraineté, les gens qui sont financés, ils sont obligés d'imposer parce que, et aussi c'est des séries thématiques en fait, qui plaident pour une cause, enfin pour l'environnement, on est d'accord, on est tous d'accord pour l'environnement, mais pour Pour les droits des les minorités, droits des etc. minorités, machin, machin, et donc qui dénature à un moment donné, ça devient des séries de commandes où l'authenticité n'y est pas. Et donc c'est aussi le rôle de l'État de contrôler cela. Contrôler, mais surtout créer le cadre pour l'émergence d'une véritable industrie du cinéma. Ce cadre-là, on le définit par le financement et aussi l'espace de diffusion. Ça, l'État a l'obligation de le faire. Si l'État veut contrôler, l'État doit financer. Si l'État doit contrôler, l'État doit créer aussi des infrastructures correctes pour que les gens là puissent en fait faire tourner. Parce que si on fait tourner, il y a aussi des taxes, enfin des redevances. Ça va faire rentrer aussi de l'argent et aux promoteurs et à l'État. Et attention, l'État aussi ne doit pas être trop présent au risque de créer une sorte d'assistanat, parce que derrière aussi, il faut que l'aide de l'État aide aussi les cinéastes à se prendre en charge. Absolument, c'est conditionné cette aide-là, ces aides-là, parce que l'État donne telle part et vous êtes obligé d'amener à telle hauteur en fait votre part, c'est normal. Si on veut faire des films, vous êtes obligé, vous présentez un budget, ça a pris à hauteur de tel, la production 30%, 40% peut être prise en charge par la production, c'est normal. Travailler à l'émergence de véritables boîtes de maisons de production avec un modèle économique qui permet justement au cinéma d'Afrique d'avoir le marché, peut-être local, au niveau africain, mais nous pouvons s'autofinancer. Oui, absolument, s'autofinancer. Bah, il y a des gens par le passé, des aînés à nous, ils ont hypothéqué leur maison, leur véhicule pour faire des films. Il y en a qui ont pu les rembourser, enfin, d'autres non. C'est parce qu'on a l'amour. Il faut avoir l'amour. Si on est engagé, on est cinéaste, on doit être engagé à faire des films. Et ces films, quand on veut faire des films, il faut être à la hauteur, il faut les faire, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas attendre. L'exemple, il y a des gens qui, je ne peux pas citer leur nom, mais ils ont fait des hypothèques. Parce qu'il y en a aussi qui attendent tout de l'État. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas compris aussi. Ouais. L'État a l'obligation aussi de financer des films pour pouvoir en fait imposer cette souveraineté, sa souveraineté culturelle. C'est un outil diplomatique. Absolument, mais aussi il faut faire du cinéma en fait un métier. Quand on fait notre métier, en fait, on doit se prendre en charge. On est capable. Aujourd'hui, on fait des films, on a des rentrées, on a pu avoir quelque chose. Donc on investit au fur et à mesure pour être aussi indépendant. Le jour où l'État cesse de me financer, moi je serai capable de faire mes films. Il faut se mettre ça dans sa tête. Et que pensez-vous de l'opportunité d'un fonds panafricain de soutien au cinéma à travers des initiatives régionales? Il y a aujourd'hui la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, il y a la CERC ou la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, par exemple. Est-ce que ce n'est pas vers cette approche-là qu'il faut aller, plutôt que de rester dans des fonds nationaux? Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller vers des fonds panafricains? Oui, je pense que ça a été déjà engagé. Hein. C'est depuis des années. Moi, depuis avant de quitter cette fonction, depuis quand voilà, j'étais dans le privé, donc j'ai entendu parler. Après, je vis des textes, c'est-à-dire c'est une initiative des cinéastes, de certains cinéastes qui ont proposé cela à la Commission de l'Union africaine. La mise en place d'un fonds panafricain, je crois que c'est ça l'appellation. Tout à fait. Voilà, du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, en son temps, il y avait plusieurs thématiques. Le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a été désigné champion africain de la jeunesse et un ancien président aussi de l'Afrique francophone a été désigné champion, champion de la culture et quelque chose comme ça. Et le maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, a organisé un forum, africain de la jeunesse qui s'est déroulé en N'Djamena. Il a pris cette initiative et il a sanctionné, il a présenté son rapport et je crois qu'il est allé jusqu'à la création d'un fonds de l'entrepreneuriat au sein de l'Union africaine. Je ne sais pas ce que ce fonds-là est devenu,
Mais en son temps, le président, je crois qu'il n'est plus en exercice, qui a été désigné en fait de présenter le fonds du cinéma, qui était le champion. Il a travaillé aussi avec la Fédération panafricaine du cinéma, FEPACI. Et donc, il devrait présenter, je ne sais pas, mais c'est en cours. Et au niveau du CAC, je crois qu'ils ont créé, notamment le Tchad fait partie, créé en Afrique centrale. Donc, c'est un fonds qui regroupe 11 pays, je crois. Donc, il y a déjà eu le premier financement. Donc, je crois que c'était 200 ou 300 millions de francs CFA qui viennent d'être partagés comme ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller vers ça. Il faut qu'il y ait d'abord des fonds nationaux et aussi des fonds panafricains, regroupant toute l'Afrique. Et ces fonds nationaux, c'est normal et c'est nécessaire d'exister aussi. Ça permet justement de parler de ces identités culturelles au niveau justement local, parce que c'est aussi le thème du FESPACO cette année. Absolument. La question des identités. D'où comment on s'habille, comment on mange. Si on a oublié cette tendance en fait de nos identités, c'est pas seulement la danse, nos identités, c'est notre manière de réfléchir, c'est notre manière d'exister, c'est ça qui fait aussi, qui regroupe et qui fait qu'on peut parler de notre identité. Tant qu'on ne parle pas de notre identité, on n'est pas souverain. Très important. On est presque en fin d'émission. Le Tchad, c'est le cinéma, mais c'est aussi une beauté touristique et aussi musicalement, c'est aussi un potentiel. Hein. On parlait tout à l'heure de Célestin Mandoé qui a longtemps séjourné au Burkina, mais c'est aussi des talents comme Mandoé par exemple. Ouais, comme Mandoé, comme Afrotronics, comme Darsila, comme Sitson, ils sont nombreux ces talents-là. Mais les potentialités touristiques au Tchad, mais vraiment, on a une terre qui est merveilleuse. On a 2 sites classés sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité avec l'UNESCO, qui se trouvent au nord. Et au sud du Tchad, on a aussi des décors majestueux à l'est, au centre et à l'ouest. Donc du coup, le Tchad regroupe, enfin, et on a d'autres qui sont en cours d'inscription, d'autres sites. Et par exemple, si je parle des lacs Ounyanga, où en fait vous allez trouver des lacs, 18 lacs qui se trouvent en plein désert. Ouais. Et c'est majestueux, en plein désert, vous avez des lacs comme ça, en fait, des coloriés et tout ça. Et aussi, il y a les massifs de l'Enedi, qui est aussi classé patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est par là où je pense que Dieu est passé par là pour sculpter le reste, en fait, la terre. C'est majestueux, c'est beau. Vous avez l'arche d'Aloba, vous avez le Guelta d'Archier, vous avez beaucoup d'espace, en fait, des différents massifs là qui sont vraiment des décors que vous ne trouverez même pas à Hollywood. Et on a les déserts qui est beau à filmer. Enfin, on a cette potentialité-là qu'on invite tout le monde. On invite de grosses productions. Et c'est là qu'on travaille avec notre office en charge de promotion du tourisme à faire découvrir la destination Tchad. Et à ce moment, on parlera aussi de la beauté tchadienne parce que nous sommes beaux. Oui. Oui. C'est une destination à ne pas manquer, le Tchad. À ne pas manquer. Ah. Nous vous invitons d'ailleurs. Ah oui. Pourquoi ne pas faire surface de vérité à Fada ou je sais pas, à Bourkou ou dans d'autres provinces. Oui. Ça sera avec beaucoup de plaisir, justement. Et que pour que tout cela s'exprime, là, la culture, le tourisme, il faut forcément une stabilité politique et sécuritaire. C'est ça aussi le défi pour nos États. Oui, oui, et Dieu merci, nous avons je fais un clin d'œil à nos forces de défense et de sécurité, nous leur rendons hommage, qui veillent sur nous, et aussi les FDS du Burkina Faso qui veillent sur le peuple burkinabé, nous leur rendons un hommage parce que sans eux, le menace est réel. Il y a des gens qui ne veulent pas nous laisser en paix. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on existe. Mais grâce à eux, donc on a la stabilité, on dort quand on veut, on circule quand on veut, nous leur rendons hommage et on est en sécurité. On est en sécurité. On est en fin d'émission et je sais qu'avant de repartir au Tchad, vous allez partir avec une médaille. Félicitations déjà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pourquoi pas. Je suis très ému, enfin,
galvanisé que le travail qu'on a fait avec d'autres personnes sous la houlette d'un chef, un leader, donc qui soit reconnu et donc le gouvernement burkinabé nous honore avec cette distinction. Donc c'est une reconnaissance qui mérite d'être célébrée et je suis très content. Merci. Je suis très content. Et c'est aussi le signe donc, de ces liens fraternels forts entre le Tchad et le Burkina Faso. Absolument, absolument. Ce sont des liens qui vont se renforcer justement renforcer. clairement à travers cette édition du FESPACO. Absolument. Il y aura aussi le FESPACO au Tchad. Ah oui. Pour la première fois, les films primés ici au FESPACO seront montrés au Tchad. Oui. Ouais. C'est courant avril-mai. Donc on n'a pas encore fixé les dates exactes, mais on travaille déjà là-dessus. Cette belle initiative-là, absolument. Le FESPACO va se prolonger au Tchad. Absolument, pour la première fois. La première fois. En tout cas, merci encore, M. Abdoulaye Souleymane Ousmane Babale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat du Tchad. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci à vous. Je vous remercie infiniment pour cet accueil et pour la reconnaissance à ma personne. Merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.